Bonjour à tous. Les premiers mots sont naturellement pour vous saluer, vous remercier d'avoir eu la gentillesse de venir aussi nombreux aujourd'hui pour nous écouter parler, Bridget et moi, justement de Ruby, le livre de Cynthia Bond. Rassurez-vous, vous n'allez pas faire que nous écouter parler, vous allez aussi participer à ce débat. Vous pourrez, pendant le débat, demander le micro à mes collègues qui sont juste derrière. Si jamais vous avez envie de rebondir sur mes questions ou sur celles de Bridget, pour poser une question, pas forcément rebondir, mais aussi poser une question qui n'a rien à voir. Qui n'a rien à voir avec mes questions, pardon. Bonjour Cynthia Bond, merci d'être venue. Je vais commencer par une présentation rapide de vous. Cynthia Bond, vous êtes née en 1961 dans une petite ville de Liberty, justement, ville qu'on retrouve dans le livre. C'est une ville du Texas. Donc justement, on se demande est-ce que c'est une coïncidence. Vous nous répondrez peut-être tout à l'heure. Vous avez fait vos études à l'American Academy of Dramatic Arts à New York. Est-ce que c'est encore une coïncidence, la ville de New York? Vous nous le direz tout à l'heure. Vous travaillez au Paradigme Malibu, Adolescent Treatment Center. Vous avez également fondé The Blackbird Collective. Donc, c'est une association qui offre un environnement à l'écriture, justement un environnement favorable à l'écriture, dans un but thérapeutique. Et justement, on se demandait qu'en première question, mais vous nous répondrez peut-être après la lecture de l'exemplier qu'on vous aura passé, est-ce que vous avez, à travers cette association, voulu partager une expérience personnelle, justement à travers cette écriture thérapeutique, et partant, donc pour pousser la question plus loin, est-ce que Ruby, votre premier livre, est une expérience d'écriture thérapeutique? Mais vous nous répondrez après la lecture. Bonjour. Ruby Bell was a constant reminder of what could befall a woman whose shoe heels were too high. The people of Liberty Township wove her into cautionary tales of the wages of sin and travel. They called her buck crazy, howling, half-naked mad. The fact that she had come back from New York City made this somewhat understandable to the town. She wore gray like rain clouds and wandered the red roads in bared feet, callous as thick as boot leather, hair caked with mud, blackened nails as if she had scratched the slate of night. Her acres of legs carrying her, arms swaying like a loose screen, her eyes the ink of sky just before the storm. That is how Ruby walked when she lived in the splintered house that Papa Bell had built before he passed, when she dug into the East Texas soil under moonlight and wailed like a distant train. In those years after her return, people let Ruby be. They walked a curved path to avoid her door. And so it was more than strange when someone walked the length of Liberty and brought a covered cake to the Bell's front porch. Ephraim Jennings had seen the gray woman passing like a haint through the center of town since she'd returned to Bell Land in 1963. All of Liberty had. He had seen her wipe the spittle from her jerking lips, run her still beautiful hands over the crust of her hair each day before she turned the corner in view of the town. He'd seen her walking like she had some place she ought to have been, then 5 steps away from P&K Market, stand pillar still, her rain cloud body shaking. Ephraim had seen Miss P., the proprietor of the store, walk nonchalantly out of her door and say,
Honey, can you see if I got the rise in these rolls right? Ephraim watched Ruby stare past her, but take the brown sack filled with steaming yeast bread. Take it and walk away with her acres of legs carrying her, while Miss P said, "You come on back tomorrow, Ruby Bell, and help me out if you get the chance." Ephraim Jennings had watched this for 11 years, seen her black-bottomed foot kick a swirl of dust in its wake. Every day he wanted nothing more than to put each tired soul in his wide wooden tub, brush them both in warm, soapy water, cream them with sweet oil and lanolin, and then slip her feet, one by one, into a pair of red-heeled socks. But instead, with each passing year, he watched Miss P do her Christian duty from the corner of his eye, watch the gray woman stoop to accept the doughy alms. He sat alongside the crowd of men parked on their stools outside of P&K, who read their papers, played dominoes, and chewed tobacco, toothpicks dangling, pipes smoking, soda pops sweating, just as they had the day Ruby arrived back in Liberty. When she'd stepped from the red bus, the porch had crowded her with their eyes, hair pressed and gleaming like polished black walnut, lipstick red and thick, her cornflower blue sundress darted and stitched tight to her waist. Ephraim had watched her light a cigarette and glare down at the crowd on the market porch in such a way that made folks feel embarrassed for breathing. Chauncey Rankin had said later, "Not only do she act like her shit don't stink." Oh, here, I want to say it correctly. Not only do her shit not stink, way she act, she ready to sell it by the ounce. They had all watched steadily as she slipped into madness, concern mingling with a secret satisfaction, melted into the creases of their bodies like Vaseline. After a time, they barely glanced up from their papers when Ruby walked up to the market. They yawned her existence away and spit out a wad of tobacco juice to mark her arrival. A low joke might rumble as Miss P handed over her bread, followed by throaty chuckles. But one end of summer day, Ephraim Jennings took particular notice. One by one, the men on the porch did as well, for instead of walking away with her bread, as she normally did, Ruby didn't move, her body rooted to the spot. She stood there, holding the brown sack, hand quivering like a divining rod. And then she peed. A long, steady stream that hit the red dust and turned it the color of brick. She did it absently, with calm disinterest. Then, because no one knew quite what to do, Gubber Samuels pointed and hurled out a rough bark of laughter. Ruby looked down and saw the puddle beneath her. Surprise flowered on her face, then fell away, leaving a spreading red shame. Her hands leapt to her eyes, but when she brought them down, the world was still there. So she dropped the sack in the pool of urine and ran, but it wasn't running. It was flying long and graceful into the piney woods, like a deer after the crack of buckshot. Ephraim almost stood, almost ran down the porch steps and into the woods after her. But the eyes of men were too strong, and the continued spitting and snickering of Gubber Samuels anchored him against the tug of mercy.
So again, the question was the writing of therapeutic, and if so, where does the need to share the story come from? Ruby began in what was basically a community writing class. Oh, we'll do this. Okay. Donc l'écriture de Ruby a commencé dans ce qui était un cours d'écriture pour, si vous voulez, dans des cours d'écriture privée, mais comme c'était dans une université un peu publique, ce qui aux États-Unis est au niveau de la communauté et tout ça. Donc c'est pour les gens qui ne peuvent pas forcément se permettre de s'offrir de vrais cours. It was a group of women, all women, and I went there because I was having a difficult time in my life, and I needed desperately to express myself. Donc c'était un groupe qui était entièrement composé de femmes, et elles traversaient une période difficile et avaient vraiment besoin de trouver une façon d'exprimer ses sentiments et ce qu'elles ressentaient. The first day I went in, I had been wearing this huge gray shirt. It was very big, and I had worn it for about 2 weeks. I had washed it, but I had worn it for 2 weeks. Donc le premier jour, quand elle est arrivée, elle portait une énorme chemise grise. Elle avait porté depuis 2 semaines, elle l'avait lavée entre-temps, mais ça faisait 2 semaines qu'elle la portait. And I sat down and I wrote, "She wore gray like rain clouds." That was the first line in my novel for over 10 years. Donc elle s'est assise, elle a écrit, elle portait quelque chose qui était gris comme les nuages de pluie. Et c'était la première ligne du roman la première phrase du roman pendant 10 ans. I wrote constantly in that class, and it helped me a great deal. I didn't know I was writing a novel. And then these characters started appearing. I did not know where they were coming from, but they were appearing in my writing. Donc, elle écrivait énormément pendant ce cours. Et au début, elle ne savait pas que ça allait être un roman. Mais ces personnages étaient apparus. Ils ne savaient pas d'où ils venaient. Ils ne savaient pas où ils allaient. Et petit à petit, c'est devenu ce que c'est devenu. And just to wrap up the answer to your question, Ruby was therapeutic for me. It did help me, but eventually it became a story that needed to be told. And that's a very, very different thing than writing for healing. It becomes writing to tell the very best story that you can. Donc au départ, l'écriture était bien thérapeutique, mais Ruby est devenu un roman à proprement parler et une histoire qui devait être racontée. Et donc au bout d'un moment, il ne s'agit plus de soigner, mais bien de raconter la meilleure histoire possible. One more. So basically, the difference is I was no longer writing just for me. I was writing for you. I was writing for a reader. I was writing to give something to the reader. Donc elle n'écrivait plus pour elle-même, mais bien pour vous, donc pour les lecteurs. Et donc il fallait donner quelque chose aux lecteurs et pas forcément que ce soit pour elle. Il y a des éléments qui viennent de la vraie vie dans le roman.
comme le Texas de l'Est, les Piney Woods, et le New York bohème, ainsi que des personnages, des histoires. Est-ce que pourriez-vous nous parler de cela? So there are elements from the real life in your books, the locations, some of the characters, especially whom Ruby meets while she's in New York. And I was wondering if you could speak a little bit about this aspect of the book. Of course, there are parts of my life in this book. When you write, everything you have seen, everything you've tasted, every part of your life is thrown into this gumbo. No one knows what gumbo is here. Maybe you do, maybe you don't. But it is from New Orleans. It is a spicy, wonderful soup with everything in it. Donc, bien sûr, beaucoup de parties de sa vie sont dans le livre, car quand on écrit, tout ce qu'on a pu ressentir est forcément, fait forcément partie de l'écriture pour donner ce qu'on appelle un gumbo. Donc, ce qu'elle a expliqué, c'est que le gumbo, c'est une soupe qui est très épicée, on met un peu de tout. Peut-être de façon plus vulgarisée, chez nous on dirait du globi-boulga, bon ça n'existe pas, mais c'est ça. And part of the story is my mother grew up in this little town it was called Liberty Community. In my novel, it is Liberty Township. And I heard her stories about liberty from the time my very earliest memories. Donc sa mère a grandi dans une ville qui s'appelait Liberty Community. Dans le livre, c'est Liberty Township. Et depuis qu'elle est toute petite, depuis son plus jeune âge, sa mère lui racontait les histoires de cette ville. My mother is a very beautiful and statuesque, accomplished woman today. But when she was a little girl, she grew up in a great deal of poverty in this small farmhouse. And she had these little scars on her body from life on the farm. Donc sa mère aujourd'hui est une femme très accomplie, mais pourtant elle a grandi dans la pauvreté dans une ferme. Et aujourd'hui encore, elle a les cicatrices du travail dans une ferme, mais littéralement des cicatrices. And we would point to each scar, and she would tell us the story. And my mother is a brilliant storyteller. And we would point, and she would tell us the same story again and again and again. So we grew up hearing these stories over and over until, and I've said this before, but her body became our favorite chapter book. Donc, quand elle était jeune, elle montrerait du doigt les cicatrices de sa mère, et sa mère lui racontait, ses histoires. Et c'est une excellente narratrice. Peu importe le nombre de fois où elle pointait sur la même cicatrice, elle raconterait la même histoire. Et elle dit que quand elle était petite, le corps de leur mère était en fait leur livre préféré. There's also the story of my aunt, who was very light. She had blonde hair, blue eyes, as many of that part of my family did. She could have passed for white. She was involved with a white man and was killed by the sheriff and his deputies, was lynched when she was about 18. And this is also
this story, this true story, is woven into the novel. Il y a aussi l'histoire de sa tante qui était de peau très claire, qui était blonde aux yeux bleus, comme une très grande partie de sa famille de ce côté-là. Et elle pouvait passer pour blanche. Elle était d'ailleurs avec un homme blanc, mais elle a été tuée à l'âge de 18 ans par le shérif de la ville où elle habitait. Et bien évidemment, cette histoire est très présente dans l'écriture du roman. I was also, when I was young, my father was a university professor, and so the portion in New York is very much part of the literati of the day that I met. I met as a child, and then I lived in New York myself. Donc son père était professeur d'université à New York, et la partie sur ce qui se passe, enfin la partie qui concerne New York, est bien évidemment inspirée par ce qu'elle a pu entendre à New York, et elle-même a vécu à New York, et donc s'inspire de sa propre expérience. And some of my personal life and the pain I experienced and my own path has made it into the novel. And I was also a social worker for many years, and the stories of the young people I worked with made it into the novel. So yes, it was a pot of gumbo. It was all of these things. Et bien évidemment, sa vie à elle-même, ses souffrances, le chemin qu'elle a parcouru, ainsi que le fait qu'elle ait travaillé comme assistante sociale et les histoires qu'elle pouvait entendre venant des adolescents, des jeunes avec lesquels elle travaillait. Donc tout ceci fait partie du gumbo d'écriture qu'elle a évoqué plus tôt. Merci. Avec tous ces éléments, justement, quand on a lu votre livre et quand on entend tout ce que vous venez de dire, on ne peut que voir que le livre, justement, résonne avec votre propre vie. Et plus encore, peut-être qu'il reflète vos lectures, et les lectures lesquelles, les classiques, justement. Et justement, parmi vos classiques, est-ce que... enfin, moi, personnellement, quand j'ai lu le livre, j'ai pensé à Faulkner. Et enfin, votre écriture se rapproche étonnamment de celle de Faulkner. Est-ce que justement il y a un rapprochement voulu, ou est-ce que c'est juste votre écriture et c'est juste une coïncidence? No. No. I love reading Faulkner. I love reading Toni Morrison. I love Zora Neale Hurston and James Baldwin, Alice Walker, Shakespeare. I love Greek tragedies, Euripides. There's so many influences in my writing, but you do not think of another writer when you write. It informs your writing, but if that's what you're thinking of, then you're not writing. Donc, vous avez entendu, hein, non. Donc, elle aime énormément d'auteurs, je ne vais pas tous les reciter, mais par exemple Toni Morrison ou William Faulkner, mais également les tragédies grecques. Alors, bien évidemment, c'est une influence, mais elle dit que quand elle écrit, elle pense pas à un autre auteur. Et pour elle, penser à un autre auteur, quand on écrit, c'est pas la bonne façon de faire les choses. Can I ask a question? Elle veut poser une question.
how many of the students are writers? Combien de vous, les étudiants, écrivent? You can just raise your hand. Vous pouvez juste lever la main. It is so important that you tell your stories. C'est très important que vous racontiez vos histoires. If a story has been given to you, it is your responsibility to tell it. Si on vous a donné une histoire, c'est à vous, c'est votre responsabilité de la raconter. Because that story has only been given to you, there is no one else in the world who can tell it like you. No one else who can tell it. So in case there's not another opportunity, I want to tell you how important it is for you to write and to tell the stories that are in your heart. Donc c'est si une histoire vous a été donnée, c'est vraiment à vous de dire parce que personne d'autre ne peut déjà la raconter et surtout la raconter comme vous. Donc elle voudrait juste vous dire que c'est extrêmement important de raconter, d'exprimer et de raconter les histoires que vous avez au fond du cœur. All right. Je reviens à Faulkner. Je n'abandonne pas. En fait, moi, je vous parlais de Faulkner parce que j'ai trouvé dans votre livre une thématique, une problématique, un questionnement très intéressant qui était le même pour Faulkner, qui est la damnation du Sud. Après concertation avec Bridget, damnation du Sud se traduirait à peu près par Southern Gothicism. Voilà. Et justement, cette damnation qui est liée à l'histoire tourmentée des États du Sud, des États-Unis, à l'obscur enchevêtrement, justement, à l'obscur enchevêtrement de l'esclavage. Enfin, voilà, il y a aux racines de l'histoire du Sud des États-Unis. Et justement, à travers ce questionnement, est-ce que votre livre se propose d'apporter une réponse ? I am, just as anyone who's writing is writing from their experience, I am a Black woman. I was born in the South. I have an echo behind me, almost like a rhythm, a beat of my ancestors. And I don't write to add to the conversation. I write for this voice that has been silenced, and I write because I express a part of who I am. Donc, comme tous les écrivains qui écrivent, elle parle de son expérience. Donc, c'est une femme noire qui a grandi dans le sud des États-Unis. Et elle dit qu'elle ressent un écho venant de ses ancêtres, un rythme qui vient de ses ancêtres. Et elle n'écrit pas forcément pour apporter quelque chose, mais plutôt pour donner une voix à ceux qui ont été mis sous silence et juste exprimer sa situation en fait de femme noire qui a grandi dans le sud. And of course, every new voice adds to that shared information, that song,
that conversation. Of course it does. I do talk about some things in my novel that I have not heard, but I also repeat what has been said, because it is a story that, imagine that there are, I'll stop because, and then I'll let you say that. Donc bien sûr, chaque nouvelle voix apporte quelque chose de nouveau. Donc même elle, dans son écriture, donne des informations, des éléments qu'elle n'a pas entendus ailleurs. Elle répète certaines choses qui sont certains thèmes, certaines histoires. This has been cut from the novel, basically, but it is this idea that I've heard, that the tears that were shed during slavery were pressed into the earth so hard that they became diamonds. And the blood that was shed, so much pressure and time, they became rubies. And so the pain of the past becomes our treasures, and it also cuts our hand a bit. Okay, donc c'est quelque chose qui n'était pas dans le roman et qu'elle a entendu. C'est l'idée que les larmes qui ont coulé à cause de l'esclavage ont été filtrées dans la terre et ont été mises tellement de pression que c'est devenu des diamants. Et avec la même image, le sang est devenu des rubis. Tout ça pour dire que le passé est très important. C'est des trésors, mais sur lesquels on peut se couper les mains. Juste pour rappeler que si vous voulez intervenir, n'hésitez pas, même si vous voulez nous interrompre. Quelque chose que je trouvais marquant dans le roman, c'est le contraste entre la nature et la ville de Liberty. La ville qui est ravagée par l'oppression et l'hypocrisie, mais pourtant dans la nature, Ruby, elle trouve un sanctuaire. La force, c'est cette citation que j'adore, l'espoir au-dessus des choses enracinées. Et j'aimerais bien savoir qu'est-ce que c'est cet espoir de nature et aussi si les citoyennes de Liberty, s'ils sont vraiment si perdus que ça, et s'ils sont vraiment... so nature contrasts with the city, and it was something I really found quite marking. And nature, Ruby finds the sanctuary. She finds strength and the audacious hope of enrooted things. And I wanted to know a little bit about this connection that Ruby has with nature, and then also if it was capable for the citizens to why they just turn their gaze away from all the horrors that arrive in the town. Surtout for Ruby. Well, yes, well, obviously I know what that... I understood that. When I lived in New York, I went through a very difficult time. And when I moved to Los Angeles, where I did not want to live. Just, my heart had been shattered. I had, it was as if a bomb had exploded inside of my heart, and the shrapnel cut through me so deeply that it was hard to take a breath every day. Donc quand elle habitait à New York, elle
c'était un moment très difficile dans sa vie, et même une fois qu'elle a déménagé à Los Angeles, elle dit qu'elle avait plus envie de vivre, parce qu'elle avait eu le cœur brisé, et que c'était comme si une bombe avait explosé à l'intérieur, et que les fragments avaient coupé tellement de choses que tous les jours c'était difficile, ne serait-ce que de respirer. And so someone asked me to find one thing I was grateful for. And I could think of nothing. I lived in Los Angeles. I had no car, which was hard enough. But I was riding on the bus, and I looked out of the window, and I saw a tree. And I thought, green. I'm grateful for green. Un jour, quelqu'un lui a demandé de trouver quelque chose pour laquelle elle était reconnaissante, merci. Et elle n'arrivait rien à trouver. Et elle dit que donc elle habitait à Los Angeles, elle n'avait pas de voiture, et qu'elle écrivait dans le bus, et qu'elle a vu un arbre, et elle a dit, et elle s'est dit, je suis reconnaissante pour le vert. And so when I started working on Ruby, I thought about this idea of green and of seeds. And there is this idea that you can put a seed in the earth. And again, I've said this, but it is true. If you put a seed in the earth, it never says, oh, I'm depressed today, I can't grow, I just, oh, so hard. You know, it never just, I'm taking a day off, or, you know. A seed will always push towards the sun, always. And for Ruby, this audacious hope of rooted things allowed her to remember the power, the majesty of life. Now let's see how you do with that. I'm good. Donc, en écrivant Ruby, l'idée de tout ce qui est vert et des graines l'a vraiment poussé à se dire que les graines qui sont plantées et qui grandissent petit à petit, elle se dit jamais je suis déprimée. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, je pousse pas. La plante grandit du coup toujours vers le soleil. Et c'est cette audacité, enfin cet espoir audace des choses enracinées qui pousse, enfin qui a motivé Ruby. Bon. Moi, j'aimerais bien vous poser une question par rapport à votre style d'écriture et votre façon de raconter, justement. Raconter. J'ai bien aimé cette alternance de narrateur que vous... Pardon pour le terme narrateur, qui est un peu compliqué. Mais voilà, cette alternance de narrateur, une sorte de narrateur qui sait tout, qui commente tout, et un narrateur qui voit à travers les personnages. Et justement, j'ai trouvé cette écriture très intéressante parce que ce serait une sorte de moyen d'amener une vérité qui serait, vous me le confirmerez peut-être ou infirmerez, qui serait un peu difficile à dire ou à révéler. Est-ce que c'est le cas? Et justement, est-ce que c'est une manière de faire vivre au lecteur les événements au même moment que les personnages? Voilà. I think that's what writing does. C'est que elle pense que c'est ça, écrire, l'écriture.
they say there was a study done by a scientific journal, and they found that readers of fiction were more empathetic than those who did not read fiction. Il y a une étude qui a été faite par un journal scientifique qui montrait que les lecteurs de fiction faisaient preuve de plus d'empathie que les lecteurs de non-fiction. I heard this on National Public Radio, which I adore, but I believe that that is one of the wonderful things about fiction. I studied journalism at Medill School of Journalism, which is a very prestigious school in Chicago. Donc, juste avant, elle disait qu'elle avait entendu ça à la radio. Et c'est ça qu'elle trouve être vraiment bien à propos de la fiction, alors qu'elle a étudié le journalisme dans une université très prestigieuse à Chicago. But writing, this thing happened to this person, you have to stick to the facts, you give statistics, you interview people, but you cannot enter the room. You cannot smell the scents. You cannot feel the dampness of the air. You do not know the heart of the victim or someone who has experienced pain, and you do not know the face of the person who is harming a child. Donc, écrire en tant que journaliste, c'est toujours les faits, des statistiques, c'est très direct. Telle personne a fait ça. On fait des interviews de personnes, mais ça à aucun moment est-ce que elle nous dit on entre dans la pièce, on ne sent pas la pièce, ni l'air, ni s'il est chaud. On ne sait pas ce qu'il y a dans le cœur de la personne. On ne sait pas, on n'a pas le droit à la douleur. Et elle dit on ne sait pas. À aucun moment on nous décrit le visage de quelqu'un qui fait du mal à un enfant. And just one thing, you know, when I was a journalism student, I kept starting to write things that weren't true because I had to catch myself because I was so interested in creating a world. So I had to cut a lot of my things. Donc, quand elle était encore étudiante en journalisme, elle écrivait des choses qui étaient fausses et il fallait qu'elle surveille ce qu'elle écrivait parce qu'elle était tellement intéressée par l'écriture et la création. Are there many teachers in the room? Est-ce qu'il y a beaucoup de professeurs? You would have maybe flunked me. Vous lui aurez sûrement plombé son année. Alors, je vais vous demander une question qui a été évoquée par les élèves, justement, sur le réel et le surnaturel, qui sont étroitement liés. Et je voudrais savoir si le mal est plus facilement représenté par ces créatures comme le dibou, ou aussi, qui est le dibou et qui sont ces fantômes aussi. So the reality and the supernatural are very tightly related in this book. And I wondered if this was an easier way to represent the evil in the world, especially through the dibou, and also who are the phantom children. How many have read my book? Combien d'entre vous ont lu le livre? Okay. So
it's difficult to talk about if you have not read my novel. Donc c'est difficile d'en parler si vous n'avez pas lu le roman. But I will say that the veil between life, those who are living, and those who are no longer with us is very, very thin in this novel. Donc, elle dit que dans ce roman, le voile qu'il y a entre les vivants et ceux qui ne le sont plus est très très fin. That's basically all I'll say about that. But I'm happy to talk individually to those who would like to ask questions about that. I will say that there is a very negative force that lives in the book, but there's also a very palpable and present beauty and a very powerful force of love in the novel as well. Donc elle veut bien en discuter individuellement de ces choses si vous avez des questions. Mais elle veut bien dire que dans le roman, il y a des forces négatives qui vivent, mais il y a aussi une beauté palpable et présente, ainsi que la force de l'amour. Il nous reste peut-être une demi-heure de débat, donc je ne sais pas si les élèves veulent poser des questions ou les autres. Oui. Ouais, ok. J'avais une question, c'est par rapport à Ruby. Ce nom, c'est par hasard que vous l'avez choisi ou c'est en rapport avec Ruby Bridges? It has nothing to do with Ruby Bridges. No. It is very much the analogy that I gave before of this treasure that can exist and can be created out of great pain. Donc non, il n'y a pas de rapport avec Ruby Bridges, mais c'est beaucoup plus l'analogie qu'elle a donnée avant, qui est le trésor qui peut venir d'une énorme souffrance. Don't be shy. J'avais une question, c'était vous avez été choisi par Oprah Winfrey pour son book club 2.0 et je voulais savoir ce que ça faisait d'avoir été choisi par une figure éminente, femme et noire américaine. So you were chosen by Oprah Winfrey for her book club and I just wanted to know how it feels as a black woman to be chosen by the black woman. By the black woman? By the black woman. No. Well, I mean, maybe she, I don't know. So, I was teaching a class, and I stepped out. I turned on my phone. I said, hello. Hello, Cynthia. Yes, this is Oprah Winfrey. And I screamed. And she told me I was the book club selection, and I screamed again. It was a dream come true. Donc elle faisait court.
Et puis son téléphone a sonné, elle a répondu, elle a dit allô. À l'autre bout du fil, Oprah a dit c'est Oprah Winfrey. Elle a crié et donc Oprah lui a annoncé qu'elle avait été choisie par qu'elle l'avait choisie pour son book club. Et donc pour elle, c'est bien un rêve qui est devenu réalité. I did a television show with her interviewing me, and it takes place on her property. Donc elle a fait une émission de télévision qui est présentée par Oprah et c'est tourné chez elle. I had always seen in films these grand estates that were owned by white men that had been passed down for centuries or bought because they had a lot of money, but they always belonged to white men. Et elle avait toujours vu dans les films ces énormes propriétés qui appartenaient toujours à des hommes blancs, que ce soit passé de génération en génération sur des centaines d'années ou tout simplement parce qu'ils étaient riches. Et là, du coup, c'était quelque chose de très différent. The moment I went onto her property, there is a huge statue of 5 African women. And it was as if to say, this is the land. This land belongs to a black woman. This land belongs to a woman. This is possible. And as the descendant of slaves, it was, it went right through me. It touched me greatly. Donc quand elle est arrivée, elle a vu une énorme statue de 5 femmes africaines. Et pour elle, ça voulait dire cette terre appartient à une femme noire et c'est possible. Et en tant que descendante d'esclaves, c'est quelque chose qui l'a énormément touchée. Et je pense aussi à Ephraim et à sa sœur, dont j'ai oublié le nom, qui sont vraiment prisonniers de la religion, de l'obscurantisme de la religion. Et Ephraim arrivera à s'en libérer et rejoindre Ruby, un peu comme des gens qui retournent un peu, je dirais, à un état de nature qui s'opposerait à cette espèce de carcan obscurantiste qu'impose la religion. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez de cette question? I believe that I'm a spiritual person, and I find great comfort in the belief that there is something much more, that there's a great loving presence. And I have watched the hypocrisy of religion my entire life. I have seen very sanctimonious people do horrific things, and do these things by saying that God has told them that this is the way things should be. I believe
in organized religion, and I have seen great wrongs done in the name of religion. Oddly, in the novel, Ruby and Ephraim are able to connect with God through this world that they are able to touch and taste, and the world they find beautiful. Donc, elle dit que c'est une personne très spirituelle qui trouve du confort dans la croyance qu'il y a quelque chose de plus et qu'il y a un très grand amour, et qu'elle a vu l'hypocrisie de la religion toute sa vie, qu'elle a vu des gens extrêmement pieux faire des choses horribles au nom de Dieu. Elle croit cependant à la religion organisée, mais malgré le fait qu'elle ait vu de terribles choses être faites au nom de ces dernières. Et pour elle, Ruby et Ephraim parviennent à atteindre Dieu à travers ce monde qu'ils trouvent magnifique et qu'ils arrivent à toucher et à sentir.